Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire consacré aux jumeaux numériques appliqués à l'industrie agroalimentaire. Il est organisé dans le cadre du projet Smart Ferment qui est soutenu par les deux instituts Carnot, AgriFood Transition et puis aussi TSN. Les jumeaux numériques aujourd'hui suscitent un intérêt qui est croissant dans beaucoup de secteurs industriels et y compris en agroalimentaire. Où ils peuvent offrir des perspectives intéressantes en matière de modélisation, d'optimisation des procédés, de transition. Donc pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui ont des profils très complémentaires et une expertise reconnue. Nathalie Julien, qui est professeure des universités à l'UBS et rattachée au laboratoire Labstick. Adèle Hamzaoui, qui est maître de conférence à l'université de Bretagne Sud et également membre du Labstick. Et enfin, Lucas Leroux, ingénieur de recherche à MT Atlantique. À l'issue des présentations, je vous proposerai le lancement d'une enquête qui se passe dans le cadre du projet Smart Ferment et qui est destinée à mieux comprendre les besoins, les attentes et puis les freins des acteurs agroalimentaires vis-à-vis des jumeaux numériques. Une enquête qui va s'adresser à un public plus large que celui du webinaire, mais vous aurez l'occasion aujourd'hui d'y contribuer en avant-première après les présentations. Quelques règles juste pendant le webinaire, donc pas de micro et pas de vidéo en dehors de ceux des présentateurs, bien sûr. Et je vous serai très reconnaissant d'écrire vos questions dans le chat qui pourront être posées aux présentateurs juste après. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Nathalie Julien pour ouvrir le webinaire. Bonne écoute à toutes et à tous. Merci Nicolas. Est-ce que vous voyez mes slides? C'est bon. Bonjour à tous. Donc, j'ouvre la danse avec des notions un petit peu générales sur ce que peut être le jumeau numérique. Et puis, derrière, Adèle montrera un petit peu plus, illustrera avec les projets qu'on a pu mener dans l'industrie agroalimentaire. Et Lucas terminera avec ce qu'on réalise dans le projet Smart Ferment. Donc, en ce qui me concerne, donc je suis professeure des universités en électronique. Alors, j'ai en électronique, c'est important parce que suivant finalement nos formations d'origine, on n'a pas forcément la même vision de ce que peut être un jumeau numérique. Adèle, il est plutôt de formation génie industriel et donc Lucas est informaticien. Et pour faire du jumeau numérique, ça nécessite effectivement de travailler ensemble en bonne intelligence. Donc, moi, je suis professeure des universités, donc à l'Université de Bretagne Sud, à Lorient plus spécifiquement, où j'enseigne à l'école d'ingénieurs ANSIBS, notamment en filière génie industriel 4.0. Et comme l'a dit Nicolas, et comme mes deux autres collègues, je suis membre du laboratoire Labstick, qui est un gros laboratoire d'électronique informatique on va dire, qui va de Brest jusqu'à Vannes. Et depuis maintenant quelques années, ma préoccupation majeure, c'est l'industrie du futur et jumeaux numériques sur lequel donc, on travaille depuis 2016 à peu près. Et donc, j'ai eu le plaisir de collaborer avec Éric Martin pour écrire un ouvrage qui est à l'heure actuelle le seul ouvrage en français sur le sujet, qui est sorti en 2020. Donc, qui date un petit peu, mais qui a pas mal d'exemples si ça vous intéresse. Mais depuis 2020, quand même, on a fait pas mal de progrès sur la méthodologie de conception et sur notre vision du jumeau numérique. Et c'est ce qu'on vous partagera en partie aujourd'hui. Donc, les origines du jumeau numérique, on fait remonter ça en général à la mission Apollo 13, qui, si vous avez vu le film américain, qui raconte un peu l'histoire, c'est une mission sur laquelle il y a eu un problème technique important qui mettait en péril la survie de l'équipage. Et donc, qui a donné lieu à la fameuse phrase culte Houston, we've had a problem here. Et donc, effectivement, c'était assez grave. Et à l'époque, il y avait un certain nombre de simulateurs. On les voit sur la photo. C'était des gros simulateurs. C'était dans les années 60, du coup, fin 60, fin des années 60, oui. Donc, on avait d'énormes simulateurs qui simulaient qu'une partie, évidemment, du système.
Et un des membres de l'équipage, qui avait été resté sur Terre parce qu'il a été légèrement malade et donc il n'a pas pu embarquer, a eu l'idée finalement de relier ces simulateurs pour jouer un certain nombre de scénarios pour pouvoir trouver les bons paramétrages permettant à l'équipage de revenir en ayant suffisamment d'oxygène. Et bon, ça a été une success story parce qu'effectivement, ils sont revenus vivants. Et donc, c'est important de penser qu'effectivement, les origines finalement du jumeau numérique sont nées dans les applications aérospatiales parce que ça teinte un petit peu la vision qu'on peut en avoir. Et puis après, donc, sur un petit peu une frise chronologique, donc, on avait aussi dans les années 70 cette notion de jumeau physique. Alors, jumeau physique parce qu'effectivement, la NASA, toujours elle, avec les moyens qu'on connaît, toutes les ressources qu'il pouvait y avoir. Par exemple, sur le module d'alunissage qu'on voit ici, faisait deux versions et donc physiques. Et donc, il y en a une qui est embarquée, l'autre qui est restée sur Terre. Et là encore, quand il y avait un problème, il pouvait sur Terre jouer un certain nombre de scénarios pour essayer de comprendre comment on pouvait se dépêtrer de la situation. Donc ça, évidemment, c'était une version physique. Et puis, donc en 2003, c'est le terme digital twin qui apparaît. C'est Michael Greaves qui fait apparaître le premier dans une conférence sur la PLM, donc Product Life Management, où il définit à ce moment-là le jumeau numérique comme étant l'ensemble des données et des modèles qui sont associés à un objet tout au long de sa vie. Donc, le tout au long de sa vie est important parce que, bien évidemment, on était dans la notion de PLM. Et donc, c'est un concept un peu nouveau de pouvoir intégrer ces données, ces modèles. Mais ce concept, finalement, n'a pas forcément été utilisé avant 2010, où là, à nouveau dans les applications aérospatiales, il y a un article de référence commun entre la NASA et l'US Air Force qui indique que le jumeau numérique est une technologie clé pour les futurs développements. Donc évidemment, là, les développements sont plutôt liés dans les applications aérospatiales où les systèmes sont critiques. Donc, on met des ressources, on met des moyens, et tout le monde n'a pas les moyens de la NASA. Et effectivement, pour associer ces informations, ces données, ces modèles à un objet tout au long de sa vie, ça nécessitait des ressources de calcul qui n'étaient pas forcément disponibles pour tout le monde jusque-là. Et il faut attendre 2014 pour que cette notion de jumeau numérique se diffuse dans d'autres industries que l'aérospatiale, mais toujours un peu connoté quand même avec ce qui a pu être fait dans ses origines. Et en même temps, la communauté fait évoluer finalement le concept de jumeau numérique et Michael Greaves lui-même a refait un article où il redéfinit un peu jumeau numérique comme étant un modèle virtuel dynamique donc d'un objet avec toujours cette notion quand même de le suivre tout au long de sa vie. Et puis le cabinet Gartner, qui est un fameux cabinet conseil, plusieurs années de suite a identifié le jumeau numérique comme étant une des 10 technologies clés dans l'industrie du futur. Alors il y a eu des hauts et des bas dans l'engouement, on va dire, comme souvent avec des technologies émergentes. Donc parce que les gens se sont un peu engouffrés dans la chose. On peut surdimensionner les choses. On été un peu déçus parce que puisque c'est tout nouveau, on n'a pas de standard, de méthodologie. Donc, on a fait des choses un petit peu trop spécifiques aux différents objets, donc difficiles à réutiliser. Et puis ensuite, il y a eu un nouveau boom au moment du métavers, le fameux métavers. Il y a aussi une bulle qui a un petit peu éclaté. Et ce qu'il en reste à présent, c'est quand même cette notion de métavers industriel qui est intéressante et qui est vraiment en train de se diffuser dans l'ensemble de l'industrie, où finalement on a une couche d'équipement physique et effectivement on a une couche virtuelle avec différents logiciels, données, modèles qui interconnectent et qui met de l'intelligence qui est capable de piloter notre équipement physique. Donc, on dit à l'heure actuelle que le jumeau numérique est la brique de base du métavers industriel, dans ce sens-là où c'est un objet qui nous intéresse. Donc, pour bien comprendre en fait ce qu'il y a de nouveau dans cette notion de jumeau numérique, donc dans la définition du jumeau numérique initial, ensemble des données, des modèles qui suivent un objet tout au long de sa vie. Bon, des modèles, ça on en fait depuis très très longtemps, il n'y a rien de nouveau. Donc, les modèles sont aussi parfois appelés miroirs numériques, digital mirror,
ou maquette numérique dans les gens du génie civil. Et ce qu'il faut comprendre dans les modèles, c'est que la plupart du temps, les modèles sont statiques. Alors ces modèles, évidemment, on en a besoin parce que c'est l'expertise des gens avec lesquels on travaille, c'est l'expertise métier dont on a besoin. Ça, c'est fondamental. Mais on voit bien qu'on a d'un côté l'objet physique, objet de notre observation, notre représentation, et puis l'objet virtuel, et il n'y a pas de communication entre cet espace physique et virtuel. Ça, c'est ce qu'on appelle un miroir numérique. Alors, ce n'est pas du jumeau numérique, mais on en va en avoir besoin pour construire notre jumeau numérique. Ça fait partie des composants du jumeau numérique. L'étape suivante, en termes de maturité, quand on veut développer un jumeau numérique, c'est de passer à l'ombre numérique. Et l'ombre numérique, ça va être d'équiper notre objet physique avec un certain nombre de capteurs pour tracer, récupérer les données qui donnent l'activité de cet objet ou de son environnement, pas uniquement l'objet. Donc l'ombre numérique, on en a tous une puisqu'il suffit de regarder les sites sur lesquels on va, notre géolocalisation, les paiements de cartes bancaires, etc. Donc on a une trace virtuelle de notre activité qui permet d'ailleurs à certaines entreprises d'avoir un certain nombre d'informations sur nous. Mais l'ombre numérique, c'est ça. Donc, cette deuxième étape, qui n'est toujours pas du jumeau numérique, ça va être effectivement un flux unidirectionnel de l'objet physique vers le monde virtuel. Et donc ça, ce sont les données qui vont venir s'intégrer au modèle qu'on a développé précédemment. Donc on retrouve cette notion de la définition initiale, les données et les modèles que l'on intègre, et ce n'est pas encore ça un jumeau numérique. L'étape suivante du jumeau numérique, c'est cette communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on va être capable, depuis le monde virtuel, de revenir agir sur le monde physique, directement sur l'objet ou sur son environnement, une fois encore, parfois avec l'humain dans la boucle, parce qu'on n'a pas, suivant les applications, parfois, s'il s'agit de reconfigurer une ligne de production, le jumeau numérique peut le décider par lui-même. Mais s'il s'agit de piloter un avion, par exemple, on peut être content quand même d'avoir un humain dans la boucle. Donc là, ça va vraiment dépendre effectivement du type d'application que l'on a. Et donc, on va voir que notre jumeau numérique va nous permettre de représenter un certain nombre de caractéristiques de performance de l'objet qu'on observe, mais aussi toute son historique, sa biographie, de manière très spécifique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va rarement commencer par faire tout de suite un jumeau numérique. On va se baser d'abord sur du miroir, puis de l'ombre, pour arriver ensuite au jumeau numérique. Donc, il y a vraiment une roadmap comme ça à penser avant de pouvoir arriver à ce système, on va dire, avec une communication bidirectionnelle. Et donc, Michael Greaves, notre père fondateur du concept, avait défini aussi 3 types de jumeaux numériques qui sont toujours dans cette vision de PLM, qui est jumeau prototype, le jumeau instance et le jumeau agrégat, qui correspondent finalement aux phases de cycle de vie de l'objet. Et donc, dans la phase de conception, on parle de jumeaux prototype, où là, du coup, c'est avant que l'objet existe. On a un certain nombre d'informations, c'est-à-dire par exemple, je suis fabricant de moteur, donc je vais concevoir mon moteur donc en prototypage virtuel et donc pouvoir le jouer comme ça, voir un petit peu un certain nombre de caractéristiques, etc. Donc il peut y avoir débat dans la communauté puisque l'objet n'existe pas encore. Est-ce que c'est du jumeau numérique ou pas? Sachant quand même que comme on a cette notion de tout au long de la vie de l'objet, toutes ces informations-là qui sont développées au stade de la conception, c'est vraiment important de les capitaliser pour la suite de l'objet. Et donc, et ça nous sert à valider des scénarios d'usage, à vérifier par exemple l'ergonomie de poste de travail, à vérifier l'implantation d'une usine pour voir en termes de flux si les choses sont cohérentes. Donc, il y a quand même pas mal d'usages qui sont développés dans le jumeau prototype. Et puis donc, comme je suis fabricant de moteurs, imaginons que je fabrique mon lot de moteurs et donc je passe au jumeau instance, vraiment au sens informatique, où je vais instancier finalement ce jumeau prototype. Et donc, si je fabrique un lot de moteurs, chaque moteur va avoir son propre jumeau numérique. C'est ça qui est important à comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau du prototype, effectivement, ce jumeau reste un peu générique. Au niveau de l'instance, ce jumeau reste vraiment spécifique à chaque moteur. Ce qui va me permettre de pouvoir retracer du coup la biographie de mon objet en cours de production, parce qu'on peut imaginer qu'à un moment, j'ai été en rupture de matières premières, où j'ai changé de fournisseur, où il y a eu une dérive dans la fabrication de mon moteur et il est plus haut cote.
comme on le voit là sur le moteur 3. Donc tout ça, ce sont des données qui vont être capitalisées sur à la fois la qualité de mon moteur, ses performances, voilà, avant de pouvoir ensuite le délivrer au client. Donc, ça nous permet évidemment à ce niveau-là, au niveau de la production, d'améliorer et d'optimiser la production, de gérer la traçabilité. On verra que dans les applications agroalimentaires, c'est évidemment quelque chose qui est important. Et puis, mes moteurs, je vais les vendre. Je vais les vendre à différents clients. Et puis, mon client 1 va peut-être pas utiliser le moteur tout de suite, le mettre en stock. Mon client 2, il va l'utiliser tout de suite à fond. Mon client 3 va l'utiliser, mais peut-être en redondance, donc il sera moins utilisé. Et donc, on voit que du coup, par rapport à des moteurs qui étaient spécifiques, parce qu'ils n'étaient pas passés les mêmes choses, les mêmes événements au moment de leur production, ils vont en plus se distinguer par l'usage qui a été fait chez mon client. Alors, si je suis en bon terme avec mon client, je peux éventuellement me mettre d'accord pour pouvoir continuer à récupérer un certain nombre d'informations sur l'usage de mon moteur, qui peut me permettre éventuellement de faire de la télémaintenance, parce que je peux analyser toutes les informations d'usage du moteur et détecter des signes avant-coureurs de panne, et donc pouvoir lui fournir un service, comme ça se fait pour certaines voitures qui disent là, il faudrait passer à l'atelier parce qu'on détecte qu'il y a potentiellement un problème. De mon côté, si je demande aussi au client de me fournir des données, ça veut dire aussi que moi, je peux lui vendre, en même temps que je lui vends le moteur, je peux lui vendre aussi le service du jumeau numérique, un jumeau numérique client qui lui permet aussi, lui, éventuellement, de monitorer un certain nombre de choses. Et ce qu'on appelle le jumeau agrégat, finalement, ça va être l'ensemble des jumeaux instances de mes différents moteurs chez mes différents clients qui vont me donner des informations et une connaissance un peu plus approfondie de ce qui se passe, et donc non seulement de comment vieillit mon moteur, mais comment il est utilisé. Et on sait que par rapport à la conception, en général, on conçoit un objet pour un usage donné, et on peut être à peu près sûr qu'il ne sera pas utilisé de cette façon-là. Et donc, ça permet d'avoir un retour sur la conception et me dire, par exemple, j'ai conçu mon moteur pour qu'il soit utilisé en extérieur, et puis là, il est utilisé en intérieur quasiment systématiquement par mes clients. Donc, je vais modifier sa conception pour pouvoir améliorer ses performances, m'ajuster réellement aux besoins, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces informations que l'on appelle jumeaux agrégats, qui va être un ensemble de jumeaux instances qui sont on va dire qui sont plutôt homogènes, on va dire en termes d'objets, mais qui vont nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse qu'on peut en faire, de déterminer des durées de vie prévisionnelles des moteurs, etc. Donc ça, c'était les trois types de jumeaux en fonction de la vie de l'objet qu'on représente. L'autre difficulté finalement pour cerner un petit peu le périmètre du jumeau numérique, c'est la diversité des objets qu'il peut représenter. Et dans ce sens-là, effectivement, on va voir que c'est facilement multi-échelle. Et donc, on a des jumeaux numériques, donc je vous fais un peu le panorama de ce qui existe ou de ce qui peut apparaître. On a des jumeaux numériques au niveau composant, donc des réactions chimiques, et on verra avec les bioréacteurs, il faut représenter aussi des choses. On a des jumeaux numériques sur des nanomatériaux, donc on est sur des éléments petits. Bon, j'ai parlé de mon moteur qui était mon composant initial, que je peux ensuite assembler évidemment avec des vannes, des soupapes, voilà, tout un système. Et puis en termes de composants, on a finalement, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un club de golf, et avec l'idée qu'on a de plus en plus des produits intelligents, c'est-à-dire des produits qui embarquent des capteurs et des ressources de calcul. Et donc, à chaque fois qu'on embarque de l'intelligence dans un objet, on peut imaginer aussi et embarquer du coup un jumeau numérique. Et donc, alors là, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais je ne suis pas spécialiste en golf, donc pardonnez-moi, mais c'est pour illustrer un peu. On peut imaginer que dans mon club de golf, j'embarque des capteurs qui me permettent d'analyser mon coup quand je frappe, la force, la trajectoire, et que du coup, j'ai un coaching sur mon téléphone portable qui me dit, bon, ben là, vous pourriez peut-être ajuster ça et ça. Voilà. Donc, ça va être des objets qui vont monitorer finalement l'usage qu'on en fait pour pouvoir faire un retour vers l'usager et éventuellement même s'adapter, puisqu'on fait des travaux comme ça autour des objets pour l'aide au handicap, où les objets peuvent se reconfigurer en fonction des besoins de la personne en situation de handicap, puisque c'est quelque chose de très dynamique. Donc, on vient mettre de l'intelligence dans les objets. Donc, ça, c'est au niveau composant. Ensuite, au niveau équipement,
Là, ce sont des éoliennes offshore, donc c'est un peu l'exemple historique, puisque c'est General Electric, c'est un des premiers jumeaux numériques qui a été développé, on va dire, en dehors de l'aérospatiale pour les éoliennes offshore. Donc le jumeau numérique, on l'a vu, bon, il est essentiellement né dans l'industrie. Et les premières applications ont vraiment été pour tout ce qui est maintenance, notamment maintenance prédictive, parce qu'il y a des ROI qui sont assez importants. Donc effectivement, quand il faut intervenir sur une éolienne offshore parce qu'elle est en panne, les coûts sont très importants. Et donc General Electric, donc c'était en 2014 justement, voulait être capable de prédire la durée de vie restante des moteurs ou les signes avant-coureurs de panne. Et s'était rendu compte que c'était la température interne du moteur qui leur permettait qui était vraiment la métrique la plus pertinente pour avoir ce type de prédiction, mais ils n'avaient pas cette information. Il y avait à l'époque, alors on m'a dit récemment qu'il y avait maintenant des capteurs à l'intérieur des moteurs pour la température, sans doute, mais à l'époque il n'y en avait pas. Donc ils ont développé tout un modèle tenant compte évidemment de la température, du vent, de l'usage, enfin voilà, et de la position aussi de l'éolienne, parce qu'on voit bien que suivant la position dans le parc, elle ne va pas avoir la même vie, la même biographie. Donc pour déterminer effectivement la température interne du moteur, et donc c'était une des premières success stories, on va dire, du jumeau numérique en dehors des applications aérospatiales. Donc évidemment, dans l'industrie, on va pouvoir modéliser chaque équipement industriel d'une ligne de production. Alors, l'humain, je l'ai mis dans l'équipement, vous m'excuserez parce que c'était un peu le niveau de granularité. Il y a beaucoup de belles images et de fantasmes, mais effectivement, le jumeau numérique est en train de se développer très fortement dans le domaine de la santé. On n'en est pas encore à modéliser complètement un humain, mais il y a eu un gros projet sur la modélisation du cœur humain, qui a donc un intérêt parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir simuler une opération, voir le temps comment dire, de remise en forme de la personne, voir s'il est plus intéressant de lui donner des médicaments, quel type de traitement, etc. Donc, c'est en train de se développer effectivement dans le domaine de la santé. Évidemment, quand il s'agit de vivant, c'est un peu plus compliqué que de modéliser un équipement. Donc, il y a des dimensions supplémentaires. Et il y a aussi des gens qui travaillent actuellement sur jumeaux numériques du cerveau humain. Alors là, c'est un peu plus, enfin, à mon sens, c'est un peu plus ambitieux. Mais bon, il y a ce genre de développement qui se font. Ça ne nous intéresse pas forcément aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle en modélisation d'humains autour d'une ligne de production, ça va être plutôt de cet ordre-là et plutôt pour des aspects ergonomie des postes et vérifier qu'il n'y a pas de pénibilité, que les gens peuvent se déplacer facilement autour de la ligne, etc. Au niveau système, on remonte un petit peu zoom arrière. Donc évidemment, si on a développé un certain nombre de briques de base qui sont les équipements de production, on peut modéliser une ligne, une usine, une flotte de robots mobiles. Ça, c'est un exemple de jumeau agrégat où chaque robot mobile peut avoir son propre jumeau instance et le jumeau de la flotte, finalement, c'est le jumeau agrégat. On peut modéliser évidemment toute une ligne de production. Alors là, bon, c'est une image de Naval Group qui travaille aussi autour du jumeau numérique, mais ils n'en sont pas à modéliser l'ensemble du navire, hein, parce que c'est quand même très, très complexe. Ils ne modélisent que des parties pour l'instant. On parle beaucoup de véhicules autonomes, donc du coup, avec pas mal de capteurs, donc des aspects jumeaux numériques. Et puis l'autre autre exemple historique, la plateforme pétrolière offshore à nouveau, où là, effectivement, il y a aussi eu des développements du jumeau numérique. Toujours pour les mêmes raisons, le fait qu'une panne sur une plateforme pétrolière a un impact énorme au niveau financier. L'idée, c'est de pouvoir faire de la maintenance prédictive et de la télémaintenance sur l'équipement. Donc, ça nécessitait, enfin, les enjeux financiers étaient tels que, évidemment, ça permettait aux gens d'investir en termes de ressources. Donc ça a été fait aussi avec des ROI assez immédiats. On a échangé aussi avec des gens de Butachimie, par exemple, qui ont, il y a l'exemple dans le livre, qui ont développé un jumeau numérique de tout un site de production pour les aspects de maintenance. Et finalement, je crois qu'ils ont mis 1 an à développer leur jumeau numérique et le ROI, ils l'ont eu en 6 mois. Donc, vous voyez que dans tout ce qui est maintenant, c'est là que le jumeau est le plus mûr. Et quand on ne sait pas trop, effectivement, c'est là où on sait que les enjeux financiers sont quand même majeurs. Sur les aspects bâtiments, alors dans les gens du génie civil,
Ils parlent souvent de jumeaux numériques, mais on en est plutôt encore au miroir numérique ou ce qu'ils appellent des maquettes numériques, c'est-à-dire que les modèles sont plutôt statiques et donc ils ont un standard qui est le BIM. Mais la roadmap du BIM vise à devenir dynamique. Mais déjà, ils ont tellement de difficultés à faire un modèle commun entre tous les acteurs qui interviennent pour construire un bâtiment que déjà avoir une représentation commune, même statique, c'est déjà un plus. Et donc, on peut évidemment modéliser l'ensemble d'une usine, je l'ai dit. Puis, si on fait encore un zoom arrière, bon, là, on peut fantasmer sur une usine autonome, mais je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Donc, il y a de plus en plus de travaux sur la chaîne logistique, modéliser la chaîne logistique, puisqu'on a vu au moment de la crise du Covid que c'était fondamental. Donc là, il y a le jumeau numérique logistique qui est en train de se développer. On parle de plus en plus de smart cities. Voilà. Mais là encore, c'en est vraiment... même s'il y a des très belles déclarations, quand on regarde réellement ce qui se passe, ça reste des applications très, très ciblées. On n'est pas encore à modéliser tout. On peut modéliser effectivement les trafics routiers. Et puis donc, il y avait eu aussi un projet donc de Virtual Singapour qui a continué. Je pense qu'ils font des choses maintenant, mais au tout début, l'idée, c'était donc de modéliser toute la ville de Singapour en jumeaux numériques. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt ambitieux. Et en fait, ce projet a, dans un premier temps, capoté pour une des deux raisons majeures, en fait, qui sont les causes d'échec des projets jumeaux numériques, ou même numériques en général. Et c'est parce que quand vous demandez, en fait, à un fournisseur de réseau de partager ses données clients avec des potentiels concurrents hein, sur l'échelle d'une ville, forcément, ça coince. Donc, le partage des données, les problèmes ne sont pas techniques. On peut faire, à l'heure actuelle, beaucoup de choses en termes techniques. Mais là, c'était effectivement d'être vigilant sur le partage de la donnée. Et là, c'était un des problèmes majeurs dans ce cas-là. Et le deuxième écueil dans les projets de jumeaux numériques, c'est l'acceptabilité. Une fois encore, c'est humain et c'est pas technique. Et donc, il faut être très, très vigilant sur les problématiques d'acceptabilité sur ce type de projet. Donc, d'autres exemples qui peuvent vous intéresser. Dans le monde agricole, on a des tracteurs qui ont de plus en plus de capteurs. Donc, évidemment, on peut utiliser cette intelligence pour développer des choses. Il existe des jumeaux numériques des plantes pour modéliser la croissance des plantes. Donc des fermes verticales aussi avec des jumeaux numériques, de l'agriculture sous-marine, des systèmes d'irrigation. Donc ça, ce sont des exemples relativement récents. Donc la chaîne logistique, j'en parlais, mais là, c'est du coup du grain. Et puis, en France, il y a le lancement aussi d'un projet de pouvoir faire un jumeau numérique de la forêt française. Évidemment, donc là, la tendance est de vouloir faire des jumeaux numériques de plus en plus gros. Donc, c'est un peu ambitieux parce que, comme je vous disais, vouloir tout de suite modéliser un gros système, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux partir avec des briques de base et puis les associer. Mais bon, là, l'idée, évidemment, la motivation, c'est par rapport au changement climatique. Donc, il y a beaucoup de travaux autour des jumeaux, on va dire, du territoire qui sont motivés par les changements climatiques. Et donc, on a aussi au niveau européen des jumeaux numériques pour les ressources naturelles. Et puis, le plus gros, à ma connaissance à l'heure actuelle, c'est le jumeau numérique de la Terre. Et donc là aussi, pour pouvoir modéliser tout ce qui est changement climatique. Alors, pour revenir un petit peu au niveau de l'industrie, bon, évidemment, donc, il y a des choses autour de la modélisation donc des îlots de production. Et puis, ce qui arrive, je parlais de métavers industriel, et depuis quelque temps, alors autant le jumeau numérique initialement était beaucoup pour les aspects, je dis, de maintenance, il y avait beaucoup d'aspects de simulation aussi, de prototypage. Et puis maintenant, se développent de plus en plus toutes les applications en réalité virtuelle, réalité augmentée, qui sont vraiment en train de se diffuser dans l'industrie, essentiellement pour la formation des gens, parce qu'on a du mal à recruter, notamment aussi en particulier dans les métiers de la maintenance, où le système étant de plus en plus complexe, ça demande des compétences de plus en plus poussées. Et donc, les gens se servent de la réalité virtuelle pour former les gens qui sont déjà sur place et les faire monter en compétences. Et ça, je trouve que c'est vraiment une évolution majeure à l'heure actuelle, sachant que ces technologies deviennent disponibles. Et donc, ça devient un plus, effectivement. Et puis, pour aller encore plus gros, il y a Nathalie, du champ. le temps passe vite. Et il te restera quelques minutes, s'il te plaît. Merci. Ça marche. J'ai presque fini. Merci. Excellent. Je suis très bavarde sur le sujet, vous avez compris. Et donc,
la dernière vision, on parle aussi de Cityverse. Et donc, je vous parlais de Smart City. Il y a des gens qui fantasment sur le monde virtuel. On en est encore loin. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais c'est pour vous donner un peu le panorama de tout ce qui existe. Alors, pourquoi faire du jumeau numérique? Le jumeau numérique vous permet de voyager dans le temps. Pourquoi? Parce que comme il va organiser les données et les modèles, il va vous permettre de mieux comprendre le comportement de votre système et notamment, dans un premier temps, de regarder, de monitorer, de regarder ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour pouvoir mieux comprendre les événements, par exemple, revenir sur on le verra, sur une réaction pour comprendre quels ont été les événements, pour pouvoir éventuellement faire du diagnostic et alerter en cas de dérive. Et puis, il va vous permettre de faire des prévisions, c'est-à-dire dans le mode actuel, si je continue comme ça, à quel moment je vais être en rupture de stock, par exemple. En accélérant un petit peu l'anticipation, on peut injecter, donc faire ces fameux scénarios, what if scénarios, c'est injecter des aléas, des choses. Bon, dans un monde qui connaît différentes crises, ça peut être important de dire, par exemple, si je tombe en panne sur telle ligne de production, ou si je tombe en rupture mon fournisseur un tel est en rupture, qu'est-ce qui se passe sur ma production? Et puis, donc, effectivement, on peut avoir ces informations de qu'est-ce qui peut se passer. Et derrière, évidemment, le jumeau peut être une aide à la décision dans un système de plus en plus complexe en proposant différents scénarios, en disant, par exemple, celui qui me permet de produire le plus rapidement, celui qui me permet de consommer le moins, etc. Et donc, il vous permet essentiellement, votre jumeau numérique, d'organiser vos données. Donc, on l'a dit, donc il y a des données, il y a des modèles, il va organiser tout ça. Il va vous permettre, et c'est vraiment un prétexte, on va dire, à cette organisation, parce que de la donnée, vous en avez partout, mais savoir la recueillir, savoir l'exploiter, vérifier qu'elle est bonne, c'est important. Faites attention, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui nous disent qu'ils avaient beaucoup de données, mais comme elle n'était pas synchronisée, si on n'avait pas de repère temporel, on ne pouvait pas l'exploiter. Donc, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de données qu'elles sont forcément ni fiables ni exploitables. Et donc, notre jumeau numérique va nous permettre finalement de raffiner notre donnée pour l'associer à des modèles, pour en sortir de l'information et donc une meilleure connaissance de notre système. Et on l'a vu, pour pouvoir aussi permettre aux gens de monter en compétences. Et donc, du coup, il faut être vigilant à ces histoires de données. Je vais passer très vite, mais vous allez vite comprendre. On parle beaucoup de big data. Vous avez beaucoup d'informations. Si vous partez dans une logique de big data, vous risquez d'avoir trop d'informations pour pouvoir en retirer vraiment les données importantes. Mais attention, si vraiment vous n'acceptez pas de partager la donnée, on a vu, ça peut nuire vraiment au bon déroulement de votre projet. Donc, nous, on prend plutôt une approche, on va dire, la voie du milieu, où on est en ligne data, c'est-à-dire vraiment prendre le temps d'identifier quelles sont les données pertinentes, comment les organiser et comment pouvoir partager ces données avec les différents acteurs. Et donc, notre vision du jumeau numérique, pour terminer, c'est donc une représentation virtuelle dynamique d'un objet, et le mot dynamique est important, qui donc a une architecture qui nous permet d'intégrer les données et les modèles avec un niveau de précision adapté, qui nous permet de garantir une continuité numérique et un flux bidirectionnel continu entre le monde virtuel et le monde réel. Ce jumeau numérique, il a des capacités d'interaction, d'évolution et de prédiction, on l'a vu. Et donc là, ce qui est représenté, c'est que votre jumeau numérique va arriver dans un écosystème existant. Il va devoir communiquer dans le monde physique, mais communiquer aussi avec les logiciels existants, ou éventuellement avec d'autres jumeaux numériques. Il s'agit pas, il va s'interfacer avec des logiciels existants, il ne vient pas les remplacer, et doit communiquer aussi et interagir avec les différents usagers. Et ce sont ces interactions qui vont venir l'enrichir. Et on a vu qu'on partait d'abord du miroir numérique, on rajoute l'ombre numérique, puis après on va vers un jumeau numérique qui au départ va monitorer les choses. On va commencer par faire un démonstrateur au présent, valider les modèles, vérifier ce qui se passe. Après, on va venir mettre un peu d'anticipation, de prédiction. Ce sont des fonctionnalités assez courantes chez le jumeau numérique. Et ensuite, faire du jumeau un peu plus collaboratif. Et une des recommandations très fortes, c'est qu'effectivement, cette boucle de retour entre votre monde virtuel et votre monde réel peut être un contrôle partiel ou total de l'objet ou de son environnement, mais c'est vraiment fondamental pour favoriser l'acceptabilité, que cette boucle de décision soit formalisée, qu'on sache impérativement qui décide de quoi, entre l'humain ou le jumeau numérique. Et donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille très régulièrement. Et je passe du coup la main à mes petits camarades pour des choses un peu plus concrètes sur le domaine d'application de l'agroalimentaire. Merci beaucoup, Nathalie. Adèle, je te laisse partager ton écran. Parfait, merci Nicolas. Alors,
que vous voyez bien mon écran? Oui, 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 c'est bon. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire donc, qui mélange un petit peu théorie et pratique en ce qui concerne les jumeaux numériques dans le domaine agroalimentaire. Alors, pour ma part, ma présentation sera un petit peu plus orientée vers des projets pratiques, mais qui se basent un petit peu sur tout le background théorique que vient d'évoquer Nathalie. Vous le verrez ça, d'ailleurs tout au long de la présentation. Et donc, pour revenir à ce que vient tout juste de dire Nathalie, donc un jumeau numérique, si on le réduit, on va dire, à sa forme la plus basique, donc c'est une représentation virtuelle dynamique d'un objet physique, donc qui est d'ailleurs la définition de l'ISO 23247. Et donc cette représentation-là, en fait, elle est formée de quoi? Ben, d'un ensemble de modèles. Donc, ces modèles-là sont dynamisés grâce à des données. Et donc, ces données-là sont rentrantes et sortantes de ces modèles-là. Et donc, on a bien vu que pour une ombre numérique, on a uniquement des données rentrantes. Donc, on laisse une ombre numérique de notre activité ou d'une activité d'un objet physique. Alors que pour un jumeau numérique, on doit avoir cette boucle de rétroaction sur l'environnement physique. Et donc, on a des données rentrantes et sortantes qui animent ces modèles-là. Et bien, tout ça pour fournir un certain nombre de services. Donc là aussi, ça dépend du domaine applicatif, des besoins utilisateurs, etc. Et donc là, ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est l'industrie de l'agroalimentaire. Donc pour illustrer ça, ben, on a choisi deux projets que nous avons menés ou que nous menons actuellement au sein du LabStick et donc et qui sont tous les deux financés par la région Bretagne pour le coup. Donc le premier, ben, il concerne le contrôle qualité du produit alimentaire et c'est un projet qui vient juste de se terminer, donc en mars dernier officiellement, et qui se nomme le projet Anticipa. Donc ce projet-là, ben, il a été mené par un certain nombre de partenaires, et donc parmi eux, l'Adria, dont fait partie Nicolas, et puis donc le Lapstick est un partenaire industriel, et puis d'autres collègues de d'autres unités de recherche. Donc le partenaire industriel, ben, c'est une entreprise agroalimentaire qui est basée à Loudéac et qui fabrique des gâteaux, donc des 4 quarts, des madeleines, etc. Et qui nous a offert un petit peu le terrain de jeu et la problématique. Donc là aussi, je vais juste rapidement dresser donc un petit schéma des différents partenaires et intervenants dans le projet. Donc, il y a notre partenaire qui nous offre donc le terrain de jeu, comme je viens de le dire. On a un autre partenaire industriel, lui, qui offre ou qui met à disposition ce qu'on appelle un MES, donc un progiciel de gestion de la production, et qui gère l'installation des capteurs et leur interopérabilité avec ces systèmes-là. Et puis, on a nos collègues de l'Adria, de l'INRAE, qui, eux, s'intéressent plutôt euh, aux, euh, aux analyses des produits sortants, aux mesures des données d'ambiance, etc., qu'on va voir un petit peu plus en détail. Et puis, à nous, qui nous intéressons au développement et à la mise en place d'un outil d'aide à la décision basé sur le jumeau numérique. Donc cette problématique-là, ben, elle concerne une nouvelle orientation de l'entreprise. Donc cette entreprise-là, ben, en fabriquant ces fameux gâteaux, donc 4 quarts, madeleine, etc., ben, ajoute à la fin de la production, juste avant l'emballage de ces produits-là, des additifs alimentaires. Donc ces additifs-là, ben, ils permettent d'inhiber la prolifération ou le développement de certains germes. Et donc, la nouvelle orientation de l'entreprise, ben, ils veulent créer des produits labellisés Clean Label. Et donc, pour ce faire, ben, ils veulent supprimer ces fameux conservateurs, mais cette suppression-là, ben, elle va augmenter directement donc, le risque de contamination fongique de ces produits. Donc, l'idée, c'est justement d'assurer la qualité du produit alimentaire tout au long de son cycle de fabrication ou de production pour limiter ces risques de contamination. Donc, pour ce faire,
nos partenaires que j'ai nommés tout à l'heure procèdent à un certain nombre de mesures ponctuelles tout au long de la ligne et puis sur des zones annexes, donc par exemple les vestiaires, les sas, etc. Donc des mesures ponctuelles de taux de particules dans l'air, d'hygrométrie, de température, et puis aussi des analyses de la flore fongique en air et en surface sur des convoyeurs de transport, par exemple. Et puis aussi la récupération des gâteaux en sortie pour les analyser donc, par échantillonnage et puis analyser donc, le développement de la flore fongique sur ces derniers juste avant l'emballage, l'empaquetage plutôt final. Donc on a trois zones de mesure. L'une juste avant l'entrée dans le tunnel de refroidissement que vous voyez en gris. La A4, c'est dans le convoyeur de transfert. Et puis la A5 juste avant l'emballage. Et puis l'ajout ou non de l'additif alimentaire. Aussi, on chronomètre et on mesure les temps de transfert des produits, et puis ça pour par la suite les croiser avec les données que nous venons de mesurer. Et donc là, en croisant ces données-là, donc mesures ponctuelles de l'ambiance autour des produits et de leur cycle de fabrication sur notre système de production, l'analyse fongique et puis l'analyse de la flore fongique, pardon, et puis les temps de transfert et les horaires de prélèvement des gâteaux. Ben, tout ça, on va le croiser pour développer ce dont on a parlé juste avant, eh bien les modèles. Donc Nathalie évoquait justement l'expertise métier des, euh, des utilisateurs ou des intervenants ou des partenaires qui va être modélisé et puis intégré dans les jumeaux numériques. Donc pour ce cas-là, nous avons choisi quatre types de modèles intégrés dans le jumeau numérique. Donc le modèle graphique, eh bien, c'est ce que vous voyez en 3D. En fait, c'est le modèle graphique du système de production. Il peut exister ou non selon les besoins de l'utilisateur. Le modèle temporel, eh bien, c'est les temps de passage euh, d'un état à un autre, ou bien d'une opération unitaire à une autre de ces fameux produits-là. Les seuils critiques, eh bien, ce sont des seuils critiques pour le coup issus de normes ISO sur la pollution de l'air par particules. Et puis, le modèle prédictif de contamination, eh bien, là, c'était vraiment le verrou, en fait, c'est de trouver, en fait, des corrélations entre ces mesures d'ambiance, les gâteaux en sortie, et puis de trouver des situations qui favorisent cette fameuse contamination du produit alimentaire. Alors, pour le coup, là, je vais donc présenter le flux, on va dire, décisionnel pour l'identification des différentes briques de notre travail. Donc, l'idée, voilà, c'est de minimiser le taux de contamination. Ceci ne peut se faire qu'en identifiant en amont, bien entendu, les gâteaux qui ont potentiellement été contaminés par des germes. Ceci n'est possible qu'en ayant en fait un historique, une généalogie produit pour savoir ce produit-là, bien, il est passé par tel état à telle étape, et donc est-ce qu'il représente un risque de contamination. Donc, et ceci grâce à deux briques principales, deux briques techniques. Ben, la première, c'est l'outil d'aide à la décision basé sur un réseau de neurones. Et puis le second, en fait, c'est toute la manipulation des données qui se fait en amont pour pouvoir être intégré dans ce fameux réseau de neurones. Donc, au tout début, ben, il y a eu le développement de cet outil d'aide à la décision donc, par une collègue qui a été recrutée au début du projet. À ce moment-là, donc, il n'y avait pas de données réelles de la ligne de production, mais elle a développé donc, un réseau de neurones et elle a entraîné sur des données synthétiques. Donc, il a donc, fait donc, présenter des retours assez intéressants, donc, avec une précision de l'ordre de 95%. Et puis par la suite, on s'est intéressé justement à la manipulation de ces données-là pour les intégrer dans cette brique décisionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par manipulation des données pour construire un historique produit? Eh bien, c'est de transformer les données issues de la ligne de production, donc
qui passe par le fameux MES, donc le Manufacturing Execution System. Donc, c'est un logiciel de gestion de la production, on va dire simplement. Donc, ces données-là, eh bien, elles remontent des capteurs. Et donc là, on a différents types de capteurs. On peut avoir des capteurs que l'on appelle tout ou rien, donc qui s'activent, par exemple, ici au passage des produits. Vous voyez que les capteurs rouges ben, s'activent lorsqu'il y a un produit qui passe devant. Et puis, il y a les trois autres capteurs qui, eux, s'activent de manière cyclique. Donc, par exemple, pour mesurer une température, un taux de particules dans l'air, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir une base de données qui est plutôt orientée capteur, qui s'active ou se désactive, à une base de données orientée produit. Et donc là, avoir pour chaque produit, en fait, ou un ensemble de produits, l'état par lequel ils sont passés à différentes parties de la ligne de production pour analyser en fait ce cycle de vie et voir ce qu'il y a eu en sortie, est-ce que les produits ont été contaminés ou pas, pour entraîner notre réseau de neurones. Voilà. Et donc, une fois le réseau de neurones entraîné, eh bien, il pourrait dire, attention, ben, ce produit-là, ben, il ne représente pas d'anomalie ou de probabilité de contamination élevée. Donc, il peut directement passer par la production clean label sans ajout d'additifs alimentaires. Par contre, il peut dire, attention, là, il y a une contamination possible du produit. Et donc là, la décision revient à l'humain aussi, de dire, je rejette le produit ou bien je le passe par le cycle ajout d'additifs pour inhiber la prolifération des germes et puis avoir un empaquetage classique. Donc, par contre, à ce niveau-là, donc, on a eu des difficultés à identifier justement les corrélations entre les données mesurées et les sorties produits. Donc, ce verrou reste présent. Peut-être qu'il y aura une suite de Anticipa, peut-être qu'il y aura Anticipa 2 pour faire sauter ce verrou-là et puis mener à bien donc, le développement de l'outil d'aide à la décision donc, qui sera intégré dans le jumeau numérique final chez l'entreprise. Ça pour ce qui est du projet Anticipa. Donc là, je passe à notre projet. Donc c'est le projet Terra, qui est pour le coup aussi donc financé par la région Bretagne. Et là, on est toujours dans l'agro, mais dans l'agro des circuits courts. Et puis pour la traçabilité, et non pas le contrôle qualité, mais on est dans le même registre du produit laitier. Donc nous, on a des expérimentateurs. Hein. On a un expérimentateur qui, pour le coup, a une fromagerie. Donc, le produit laitier, c'est du fromage. Par contre, on a aussi un partenaire dans le projet. Donc, c'est le CETA. Et eux, ils fabriquent du fromage, du yaourt, etc. Donc, on a là aussi un beau terrain de jeu pour identifier différents produits et différents besoins, puis différents usages. Donc, dans ce projet-là, l'idée, c'est de mettre en place un jumeau numérique de process étendu, c'est-à-dire que l'on ne s'intéresse plus uniquement au flux à l'intérieur de l'entreprise de production, et on s'intéresse aussi au flux en amont et en aval de cette dernière, et donc des flux rentrants et sortants, qui soient physiques ou informationnels. Donc là, par exemple, pour illustrer, ben, on a choisi de prendre une fromagerie, vu que notre expérimentateur dispose d'une fromagerie. Et puis, on a comme fournisseur une ferme ou d'autres fournisseurs, comme produits entrants, ben, du lait, des ferments, etc. Et l'idée, ben, c'est d'identifier justement les différents process qui peuvent être mis en jeu, et puis aussi d'identifier les métriques, les KPI et les services que peut fournir le jumeau numérique pour aider la traçabilité du produit alimentaire laitier pour le coup. Donc ceci en suivant une procédure assez détaillée. Donc premièrement, grâce à des collègues qui sont psychergonomes et qui font partie du projet, donc analyser les besoins des utilisateurs, donc analyser et identifier les enjeux du projet, et puis identifier aussi le fonctionnement de chaque structure du point de vue humain. Ça, pour nous permettre un petit peu d'identifier le périmètre du jumeau numérique à développer. Par la suite, on passe à une analyse un petit peu plus technique, donc une analyse fonctionnelle du fonctionnement du processus à l'intérieur et à l'extérieur
de la structure de production. Et donc là, on s'est basé sur des formalismes de modélisation assez connus, donc le BPMN, le SADT. Par la suite, on passe à une analyse dysfonctionnelle de ces systèmes, c'est-à-dire on essaie d'identifier des situations qui peuvent mal tourner pour le processus en lui-même ou pour la qualité du produit en sortie. Et donc là, on utilise une méthode qui s'appelle l'AMDEC, donc c'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Et puis par la suite, on passe à un niveau encore plus bas, et là, on commence à modéliser donc, des schémas de base de données, le cycle de vie de la donnée, son interopérabilité avec les systèmes existants, comme l'évoquait Nathalie tout à l'heure. Et puis finalement, on passe au développement pratique et opérationnel du jumeau numérique. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le formalisme BPMN, ben, il permet de modéliser le processus de ces structures-là, donc de nos partenaires. Et puis, le formalisme SADT, ben, il permet de formaliser ou de modéliser chaque opération unitaire de ces processus-là. Donc, en identifiant les entrants et les sortants physiques, et puis les paramètres qui rentrent en jeu dans ces opérations unitaires-là. Donc, qui peuvent être des opérations unitaires physiques ou des opérations de prise de décision, par exemple. Donc là, on vient de regarder ce qui se passe sur le terrain physiquement. Donc Nathalie avait montré tout à l'heure ce schéma-là en disant que ben, le jumeau numérique, il évolue et il interagit avec ses environnements physiques, mais aussi avec l'environnement humain et digital. Et donc, et j'avais évoqué que nous avions des collègues psycho-ergonomes qui travaillent avec nous et qui s'intéressent au côté humain, que ce soit pour l'identification des besoins ou pour l'ergonomie des postes de travail par la suite. Donc, l'ergonomie, pas uniquement d'ordre physique, mais aussi d'ordre psychocognitif et donc pour les tâches de prise de décision, par exemple. Et donc, justement, nous, on s'est intéressé là-dessus, au processus en fait décisionnel, aussi du côté humain, du côté jumeau numérique, et puis au processus physique de la ligne de production. Donc là, on a tout modélisé, et puis on a identifié les interactions, entre ces trois éléments-là, pour mettre à plat toutes les interactions qu'il peut y avoir, et puis toute la collaboration qu'il peut y avoir entre le jumeau numérique et l'opérateur humain d'un point de vue décisionnel. Ceci n'est pas suffisant parce qu'il reste le côté environnement digital. Pour nous, ben, pour les cas applicatifs hein, qu'on étudie, eh bien, il y a deux principaux acteurs digitaux, on va dire, qui doivent interopérer ou communiquer avec le jumeau numérique, qui sont Chemtag. Chemtag Agricole, ben, Chemtag Agricole, c'est une solution qui est proposée par l'un des partenaires du projet, qui est DNR6, et donc qui représente un ensemble ou un réseau de capteurs à mettre en place chez le transformateur laitier, et qui feront remonter des données jusqu'à la solution Chemtag pour être analysées, traitées et puis transmises aux autres solutions numériques qui vont les utiliser. Mais aussi Socleo, qui est un acteur clé en fait des progiciels des circuits courts. Donc, il offre des solutions numériques accessibles aux transformateurs et aux agriculteurs des circuits courts et qui est assez utilisé. Donc là, l'idée, ben, c'est d'identifier justement comment cet environnement digital peut communiquer avec le jumeau numérique à travers là aussi une méthodologie bien établie et puis des outils assez simples à utiliser pour communiquer avec les partenaires et puis qui rentrent dans le détail pour bien codifier en fait les modes de communication entre cet environnement numérique et puis le jumeau numérique. Mais pas que, parce qu'il y a aussi un acteur supplémentaire qui s'ajoute à tout cela, ben c'est le Data Food Consortium, qui est donc une association qui regroupe beaucoup de personnes donc, qui veulent mener une petite révolution numérique ou plutôt mettre à disposition le numérique aux acteurs des circuits courts. Donc ça regroupe pas mal d'acteurs de l'agro, mais aussi beaucoup d'informaticiens qui, eux, développent des solutions ou des briques
qu'ils appellent des connecteurs, donc des connecteurs standards qui permettent justement à différentes solutions numériques présentes sur le marché de communiquer entre elles et donc qui peuvent nous aider aussi à faire communiquer notre jumeau numérique avec ces solutions-là. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une version alpha qui est en train d'être développée parce que le projet court encore jusqu'à la fin 2025. Et donc, cette version-là, elle a déjà un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'identifier des lots, des produits, mettre en place des gammes de production, etc. Et puis d'avoir un suivi précis de tout le cycle de production de ces produits-là à l'intérieur de la structure de transformation et aussi en utilisant les données qui viennent des fournisseurs et puis qui repartent vers les clients. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation et puis je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Nicolas. Merci beaucoup, Adèle. Et on va tout de suite on va passer à Lucas qui va nous parler plus précisément du projet Smart Ferment qui s'inscrit dans cet écosystème. Oui, alors. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Ouais. ouais, c'est bon. C'est bon? Donc, ouais, moi je vais vous parler de jumeaux numériques pour les bioréacteurs. Donc, je m'appelle Laurent Lucas, je suis ingénieur de recherche. Historiquement, j'ai travaillé beaucoup dans le cadre des méthodes formelles pour les transports. Depuis 2 ans, dans le cadre des jumeaux numériques, dans le milieu de l'agroalimentaire. Mais moi, j'ai toujours eu une connotation très domaine métier, quoi. Je m'intéresse beaucoup aux besoins et à essayer de trouver comment est-ce qu'on applique nos travaux de recherche pour apporter des solutions aux gens qui nous viennent donc, du métier. Euh, donc, petite introduction, je suppose que tout le monde sait un peu ce que c'est un bioréacteur, mais je vais quand même le rappeler brièvement. Donc, un bioréacteur, c'est un environnement contrôlé dans lequel on va chercher à faire croître des micro-organismes. Donc, ça peut être de la levure, des bactéries, des champignons, des algues, des cellules, et tout ça pour des besoins très variés. Donc, ce qu'on a regardé jusque-là dans le cadre des 2 projets dont je vais parler, on a regardé on a regardé de la production de bioplastique. Donc là, ça veut dire faire croître une bactérie, puis couper l'accès aux nutriments pour la faire stresser et qu'elle se mette à produire du plastique. On a aussi regardé pour des choses dans le cadre de la profilage de la chaîne du froid. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va se servir du bioréacteur plus comme un simulateur dans lequel on va mettre un aliment et puis on va observer comment il évolue en fonction des changements de température pour essayer de dresser une sorte de profil de l'aliment et donc de donner une date de péremption et de comment est-ce que l'aliment va supporter le transport et ce genre de choses. Et ça peut aussi pour être la production d'énergie, donc la production de méthane. Et il y a plein d'autres applications dans la santé et dans l'alimentation et autres. Donc ça, c'est le domaine auquel on s'intéresse et on voudrait faire des jumeaux numériques un peu là-dedans. Mais pourquoi? Donc, un constat général un peu dans le cadre des bioréacteurs, c'est qu'on a beaucoup de modèles qui sont capables de parler très précisément de ce qui se passe dans un bioréacteur. C'est-à-dire, on est capable de prédire des champs de vélocité, donc la viscosité, même s'il y a un moteur qui tourne dedans, on sait comment va bouger le fluide. On sait se servir de ça pour établir des champs de température, de pH, de la population bactérielle. Donc, on est vraiment capable de parler précisément de ce qui se passe dedans. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a une expérimentation en cours, les outils qui nous permettent de suivre l'expérimentation, eux, ils vont juste nous dire quelle est la température, quel est le pH à un point donné de la cuve. Mais on n'a plus mais ces données-là ne sont plus mises en contexte avec les prédictions qu'on faisait. Donc, il n'y a pas d'intégration de ces modèles qu'on a établis à plus haut niveau pendant le monitoring. Il y en a, et pour l'analyse, les gens, ils ont leur modèle, ils ont les données, ils arrivent à les mettre en lien, mais pareil, c'est des choses qui sont un peu laborieuses. Donc il y a un manque de lien là, et une des manières de parler du jumeau numérique, c'est une manière de tracer du lien entre les activités et les données. Donc du coup, j'ai identifié là un peu 4 items très général de qu'est-ce que peut apporter le jumeau numérique dans le cadre des bioréacteurs. Donc le premier, je viens juste d'en parler un petit peu, c'est dans le cadre du monitoring en temps réel et de l'aide à la décision, parce que, enfin, je vais en reparler juste après.
Ensuite, il y a aussi des histoires de gestion de données, donc de collectage, d'étiquetage, de traçabilité. Donc ça, c'est de l'aide à l'analyse, en fait, un peu. Et puis, quand on va tracer du lien entre toutes ces activités et ces données, ben, on va donner du sens à ces liens. Et ce sens, en fait, c'est une sorte de capture aussi de ce qu'il y a dans la tête de l'expert métier. Donc, c'est capturer sa connaissance, intégrer sa connaissance dans les processus, être capable de la documenter, de la transmettre. Et donc ça, c'est mon troisième item. Et puis enfin, quand on met des choses en place pour un bioréacteur ou pour un outil ou pour un type de modèle, on voudrait pouvoir le réutiliser. Donc un des autres avantages du jumeau numérique aussi, c'est cet aspect un peu modulaire de pouvoir réappliquer toute la connaissance qu'on a développée sur un bioréacteur et de la transférer de manière quasiment gratuite sur un autre bioréacteur qui a un modèle complètement différent. Et l'outil continue à tourner. Donc ça, c'est une vision un peu globale des besoins. Maintenant, je vais essayer de donner des exemples de questions qu'on peut se poser dans le cadre des bioréacteurs qui illustrent un peu ces points-là. Donc le premier, dont j'ai parlé un petit peu, donc à côté, on a des modèles donc avec, où on est capable de dire avec précision ce qui va se passer dans la cuve. De l'autre, on a une expérimentation. Aujourd'hui, les outils, ils donnent juste quelques lectures, donc les lectures qui nous viennent des capteurs. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir aussi ces données contextualisées dans le cadre de ces modèles. Donc les questions auxquelles on peut répondre du coup, c'est par exemple, est-ce que l'expérimentation en cours est conforme aux prédictions? Est-ce qu'on a un décalage, typiquement, entre ce qu'on regarde en termes de pH et ce qu'on attend en termes de pH? Et, donc on est capable de voir si on commence à avoir une déviation. Qu'est-ce qu'on va faire si on a une déviation? Ça reste peut-être à voir, mais on peut au moins lever une alerte. Aujourd'hui, les outils qui sont utilisés sur les bioréacteurs permettent de mettre des alertes en place, mais elles sont directement branchées sur des lectures de pH et pas, par exemple, si on change la biomasse dans le bioréacteur, eh ben, il va falloir changer l'alerte, aller manuellement dire, en fait, maintenant, comme cette nouvelle biomasse, elle consomme plus, donc le pH va changer plus vite, il va falloir changer l'alerte à la main, plutôt que de la contextualiser en fonction des modèles qu'on aurait en entrée. Ça permet aussi d'augmenter l'information qui nous arrive. Typiquement, quand dans le cadre de production de bioplastique, on s'intéresse à la population bactérielle. Un capteur de population bactérielle, ça existe, mais ça coûte très cher et la plupart des bioréacteurs n'en ont pas. Par contre, à partir des lectures de température et de pH et de nos modèles, on doit être capable d'estimer la population bactérielle actuelle et de transmettre l'information en temps réel à l'utilisateur. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, encore une fois, en tissant du lien entre les données et les activités. Maintenant, ça, c'est le jumeau numérique, c'est pas l'interface graphique, c'est ce qu'on met en place derrière. Et donc, il va y avoir des plus-values ailleurs aussi. Typiquement, une autre question qui est intéressante, c'est un capteur de pH, ça vieillit avec le temps, et on peut se rendre compte, si on a une déviation persistante entre les prédictions et la lecture de pH, on peut se rendre compte que le capteur fatigue. Et donc plus tard, on peut du coup être capable de corriger cette lecture. Donc ça, c'est fait actuellement par les experts métiers, mais c'est quelque chose qui est fait à la mano, qui n'est pas très encadré, qui n'est pas toujours fait non plus d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, si on trace du lien entre les données et les activités, on doit être capable de le faire de manière un peu plus automatique ou au moins d'aider à ces étapes-là. Aujourd'hui, c'est fait avec Excel, quoi. En gros, hein. On va rentrer les formules dans Excel, on va regarder, mais bon, c'est assez laborieux. Puis d'un bioréacteur à l'autre ou même d'un opérateur à l'autre, le fichier Excel n'aura pas la même tête, donc ça pose des problèmes. Enfin, c'est pas facile à faire, mais on peut aider à ça vraiment avec les jumeaux numériques. Un autre cas d'utilisation dans la quête de gestion de données, c'est quand on va produire de nouveaux modèles, eh ben, on a plein de données d'expérimentation passée. On voudrait pouvoir tester, enfin au moins évaluer la précision de nos nouveaux modèles sur ces données passées. Là encore, le jumeau numérique peut apporter des réponses en traçant des liens entre ces différentes activités et les données. Euh, et donc, mon troisième item, donc c'était l'intégration, la rétention et le transfert du savoir. Donc là, je vais prendre un petit exemple pour illustrer ça. Dans la production de bioplastique, à nouveau, on a un problème de mousse qui peuvent apparaître pendant l'expérimentation. Cette mousse, quand elle commence à apparaître, en gros, ça met fin à la production de bioplastique. Ça fait que si on le voit pas assez tôt,
eh ben, ça tombe à l'eau, quoi. Il faut tout recommencer. Maintenant, nous, on a travaillé donc avec Pierre Lemschko qui avait ce problème-là. Lui, il est capable, s'il est devant le bioréacteur, de se rendre compte plus vite de l'apparition de mousse, pas assez vite, et peut-être de rattraper l'expérimentation et de la relancer. Ça pose deux soucis. D'abord, il faut être capable de la détecter, parce que c'est des petits changements, des petites variations qui sont pas faciles à identifier. Maintenant, ça, c'est dans la tête de Pierre, et si Pierre est capable d'exprimer ce qu'il a dans la tête, et peut-être qu'on peut être capable de le détecter pendant nous-mêmes, pendant l'expérimentation. Puis Pierre, il a une autre connaissance qui n'est pas évidente non plus, c'est une fois qu'on a rattrapé l'accident, est-ce qu'on peut relancer l'expérimentation ou pas? Parce que parfois ça vaut le coup, parfois ça vaut pas le coup. Et ce genre de choses, ben, c'est quelque chose qu'on peut documenter dans le jumeau numérique, on peut aider à la prise de décision dans un premier temps, et puis on peut peut-être même entraîner des modèles, donc ça peut être de l'IA ou ça peut être autre chose, pour essayer de détecter ça de manière automatique et de prendre la décision de manière automatique aussi s'il faut continuer l'expérimentation ou non. Ou au moins donner un avis à l'opérateur de savoir est-ce que ça vaut le coup ou non. Donc ça, c'est un vrai problème hein, dans les bioréacteurs. Il y a des travaux de recherche là-dessus. Et un de leurs problèmes dans ces travaux de recherche, c'est la qualité des données, etc. Et bah, le jumeau numérique, ça permet aussi d'avoir des données de meilleure qualité parce qu'elles sont plus étiquetées, etc. Et donc, ça peut permettre de faire progresser la recherche dans ce sens-là et d'améliorer la connaissance qu'on a et la rétention de la connaissance qu'on a sur tous ces procédés. Donc, pour illustrer tout ça, donc on a eu deux projets. On a eu un premier projet qui était le projet Food 3SA. Donc là, on partait de rien, quasiment, sur les bioréacteurs. Il a fallu se former au domaine métier, il a fallu comprendre le besoin. Donc, on a travaillé avec des gens, donc avec Pierre Lemschko, justement, sur la production de bioplastique, et avec Louis Coroller sur la chaîne du froid. Et on a proposé à la fin du projet un démonstrateur qui, lui, est capable de se connecter sur n'importe quel bioréacteur, en gros, avec une petite étape de paramétrage. Et cette fois-ci, on est capable de lui donner à cet outil de monitoring les paramètres de la biomasse. Et du coup, ce qu'on obtient comme information supplémentaire, c'est par exemple l'impact de la température sur la croissance de la bactérie actuellement, alors qu'on est en train de monitorer en temps réel. On pourrait aussi intégrer au fil du temps les données de température et de pH et donner l'estimation de la population actuellement, excusez-moi, de la bactérie dans le bioréacteur. Donc des outils de monitoring un peu augmentés. Ce dont j'ai déjà parlé, c'est que du coup, ça permet aussi d'avoir des alertes qui sont levées, qui sont envoyées à Pierre, par exemple, qui sont en fonction de la biomasse. C'est-à-dire que plutôt que de dire quand le pH est trop bas à une valeur très fixe, bah, je vais dire quand l'impact du pH il est à 50%, par exemple, parce que mon pH fait où la température est trop basse ou trop haute, et donc ma bactérie, elle ne croît qu'à 50%, bah, c'est ce seuil de 50% qui va m'intéresser, plutôt que de dire 35 degrés, et il va falloir changer ce 35 degrés-là si on change la biomasse. Là, on renseigne les paramètres de la biomasse, et on a des alertes qui sont adaptées directement à la biomasse. Donc du coup, pour ça, bah, il a fallu s'interfacer avec un modèle de croissance. Donc, dans le projet Food 3SA, là où on a été assez loin, c'est justement dans la capacité de se connecter à des données hétérogènes, c'est-à-dire à des équipements très différents, même de se connecter aussi à des données passées, c'est-à-dire que la même interface, on pouvait l'utiliser pour relire des données qui avaient déjà été jouées, donc pour tester typiquement si notre modèle était cohérent ou pas. Par contre, là où on s'était un petit peu arrêté, c'était pour la connexion à des modèles MATLAB, par exemple. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voulait. Et donc, ben, c'est quelque chose qui arrive ensuite dans le projet Smart Ferment. Donc, dans le projet Smart Ferment, on a trois gros groupes de travail. On a un groupe de travail sur le côté plutôt connexion aux données. Donc là, c'est la boîte à droite, là. Donc, en gros, comment est-ce qu'on arrive au Digital Shadow dont parlait Nathalie. Et sur la gestion de données aussi. Donc tout ça, c'est le côté un petit peu hardware. De l'autre côté, on a des gens qui s'intéressent à la modélisation de la connaissance métier. Donc là, on a des modèles multiphysiques, on a des modèles MATLAB, on essaye de vraiment modéliser le plus qu'on peut sur les expérimentations qui nous intéressent. Et au milieu, ben, on a les services. On se demande comment on va connecter ces deux boîtes-là et permettre de proposer des activités de monitoring, d'analyse de prédiction ou de simulation qui mettent en jeu ces deux boîtes et qui sont voilà. Là, je vois que le temps passe, donc j'avance encore un peu, mais euh,
du coup, comment est-ce qu'on va réaliser ça dans le projet Smart Ferment? On a un outil qu'on développe ici à l'IMT qui s'appelle OpenFlexo, qui fait de la fédération de modèles. Et sans rentrer dans les détails, cet outil nous permet de gérer l'hétérogénéité. Donc, c'est la fédération de modèles si on va si on veut utiliser le terme technique. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable de s'interfacer sur tout un tas de technologies différentes. Donc ça, c'est surtout la partie gauche du diagramme ici. Donc si l'équipement, il expose de l'OPC-UA, du MQTT, du Modbus, on doit être capable de récupérer les données sans se préoccuper trop de quelle est la technologie. Et de l'autre côté, on doit être capable de s'interfacer aussi avec des modèles, que ce soit du MATLAB, du COMSOL, du PPMN, de l'Excel. Très important l'Excel, déjà si j'insiste là-dessus, parce que c'est un outil qui est vraiment très utilisé par les experts métiers dans presque toutes les industries. Et on doit pouvoir ensuite faire le lien entre ces données pour exposer des services. Euh, donc que ce soit du monitoring, des outils d'analyse de données, etc. Donc OpenFlexo, c'est un outil qui est intéressant pour ça. Maintenant, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il faut développer ce qu'on appelle des adapteurs technologiques qui nous permettent de nous connecter donc soit à de l'OPC-UA, du MQTT, etc., ou à du MATLAB et du CodeSol. Et donc actuellement, dans Smart Ferment, les technologies auxquelles on a au moins des risqués, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut le faire, ou alors qu'on a quasiment fini les connecteurs technologiques, c'est donc de l'OPC-UA ou du MQTT pour se connecter au bioréacteur, Greycat pour donc des problèmes de performance de gestion de données, c'est-à-dire qu'OpenFlexo, ce n'est pas un outil qui est dédié à la gestion de données spécifiquement. Par contre, on peut orchestrer la gestion de données à travers un outil qui sait le faire. Et donc là, nous, on veut utiliser Greycat. De l'autre côté, on a des modèles qui sont exprimés en MATLAB et en COMSOL. Donc là, en MATLAB, on sait se connecter dessus. En COMSOL, on sait qu'on pourra pas trop, mais on sait qu'on pourra se connecter sur les formats d'échange. Donc on pourra quand même les prendre en compte et accompagner les outils, les étapes de définition des modèles. Et Excel, encore une fois, très important. Ça, c'est un connecteur technologique qui est vraiment très utile. Donc voilà. Du coup, pour conclure, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a des défis numériques à relever dans à l'agroalimentaire, qu'on a une connaissance, une très bonne connaissance de ce qui se passe dans un bioréacteur, mais qu'elle est sous-exploitée dans les phases de monitoring, de production ou d'analyse des données. Il y a vraiment des opportunités là. Et donc, comment on peut exploiter ces opportunités? Ben, c'est en fédérant les modèles, en organisant les modèles et les données, comme le disait Nathalie aussi. Et pourquoi le jumeau numérique? Ben, le jumeau numérique, ça a été appliqué dans d'autres domaines métiers. Donc, Nathalie, c'est vraiment l'experte en termes de méthodo parmi nous, là. Donc, ce qu'elle vous a montré aussi, c'est que on a été capable de mettre en place des jumeaux numériques dans des domaines métiers différents. Et il y a une méthodologie sous-jacente qui revient. Donc, on peut accompagner les gens pour le mettre en place. C'est adapté vraiment au traitement d'hétérogénéité, la variété des procédés et des matériaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que du coup, ça permet de réutiliser ce qu'on met en place dans un cadre et de le réinstancier ailleurs. Et c'est vraiment adapté enfin, c'est vraiment fait pour s'adapter au métier, pas changer le métier. On veut pas dire aux gens qu'il faut faire différemment, on veut juste leur proposer une aide et d'augmenter un petit peu l'information qu'ils ont quand ils travaillent pour faire peut-être évoluer le métier. Mais encore une fois, hein, on est plus dans un rôle d'accompagnement que de changer la manière dont les choses sont faites. Donc, voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup, Lucas. Alors, je m'excuse par avance parce qu'on risque de déborder de quelques minutes. Donc, je vais faire très rapidement et rester avec nous parce qu'on a besoin de vous justement pour la fin de ce webinaire. Donc, je reprends un tout petit peu la main pour vous parler du deuxième work package du projet Smart Ferment, donc, qui va être piloté par l'ADRIA. Donc, on est un institut technique agro-industriel à Quimper qui a pour mission de fiabiliser et pérenniser l'alimentation de demain. Et on accompagne l'industrie agroalimentaire sur des sujets, surtout la qualité et sécurité des aliments. Donc, on a historiquement toujours été avant-gardiste sur les outils numériques, d'aide à la décision avec des outils comme SimPrevious, que certains peuvent connaître, AW Designer, Sentinel HACCP, Adria Foodlaw, etc. Et donc des projets dans lesquels on a participé avec nos collègues qui sont ici présents. Donc le Work Package de Smart Ferment numéro 2 a pour objectif d'accompagner les experts qui sont ici présents ce matin pour explorer les besoins industriels en fait, autour des bioprocédés avec cet exemple précis de la fermentation. Et donc comment on va s'y prendre? L'idée c'est de lancer donc cette enquête publique en ligne avec un accès libre et anonyme, c'est important.
pouvoir partager des informations sans avoir craindre de partager trop de secrets, on va dire. On va aussi lancer une campagne emailing sur les adhérents Adria et puis sur la base de données, bien sûr, pour toucher le maximum d'industriels. Et certains pourront être sélectionnés pour participer en mode focus group pour nous aider à construire les cas d'usage de ces jumeaux numériques pour les bioprocédés. Donc, je vous invite à contribuer au projet Smart Ferment en suivant le lien ou le QR code qui s'affiche à l'écran.